Ok. Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons être dans l'émotion. Vous allez vous demander pourquoi. Je vais vous parler d'un livre, ou plutôt je vais interviewer l'auteur d'un livre à qui je dis avant tout bonjour Nathalie. Bonjour Monique. Alors, Nathalie Oana nous arrive avec un livre publié aux éditions Frison Roche, Réveiller ma mère. Je dois dire à Nathalie que c'est un livre particulièrement touchant, d'une part parce que c'est vraiment plein d'émotions. C'est Nathalie qui va en parler, bien sûr. Mais je dois vous dire également que c'est plein de poésie au travers de son écriture. Elle a une plume légère et poétique. Alors Nathalie, le sujet de ce livre, Réveiller ma mère, tout un programme. Et oui, c'est un. Je pense que le sujet de ma mère est... fait partie des sujets centraux de ma vie. Et j'ai décidé de démarrer ma vie littéraire en démarrant par le commencement. Voilà. Donc, je crois que je ne pouvais pas commencer à écrire sur un sujet autre que celui-ci. En tout cas, c'est bien que ce soit très émouvant puisque ça parle de la fin de vie de ta maman, mais on va y revenir. Mais c'est un très bel hommage à celle qui t'a donné la vie. Oui, oui, parce que en fait, ce que je raconte dans le livre, c'est que ma mère a vécu sa vie uniquement, pratiquement tournée vers moi. J'ai souvent eu l'impression d'être l'œuvre de sa vie. Et voilà, c'est très émouvant à mon tour euh, de me dire que ma mère est le sujet de ma première œuvre littéraire. Voilà. C'est très beau. C'est très beau, d'autant qu'on sait, en tout cas moi je le sais, que tu t'es spécialisé en développement personnel. Oui, Le concept de ce développement personnel lui-même s'appelle avoir plusieurs vies, oui, qui est déjà c'est tout un vrai. programme. Oui, c'est ma manière à moi de concevoir la vie. Bravo. Voilà, Alors, on va prendre j'est- le livre par le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de fil, un appel. oui, en fait, c'est ça. En fait, un coup de fil, un vendredi matin, j'attends que ma mère vienne me rendre visite en Israël quelques jours après. Je lui ai parlé la veille, l'avant-veille, pratiquement tous les jours, et j'apprends que ma mère est dans le coma. Tu l'as appris par ton Sachant papa. voilà, sachant que moi, j'habite en Israël et que ma mère habite à Paris. Voilà, c'est comme ça que le livre démarre. Et donc, bien sûr, tu arrives sur Paris bouleversé. Tu te rends directement à l'hôpital. Et là, il y a un dialogue qui s'instaure entre toi et celle que tu voudrais entendre te répondre. Tu voudrais participer à la sortie du coma, parce que je suppose que ta maman a fait un méga AVC, Oui, puisqu'on parle d'hémorragie intracrânienne. Et donc, tu veux, par ton oralité, je dirais, l'extirper de ce sommeil profond. en fait, je suis convaincue que je vais y arriver, puisque j'ai grandi avec l'idée d'avoir redonné vie à ma mère. Ma mère m'a élevée en me disant que elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie, elle a surmonté beaucoup d'épreuves et que le fait de m'avoir est en soi déjà une consolation, une réparation. Donc, par là même, d'un point de vue psychique, j'ai le sentiment d'avoir un pouvoir immense sur ma mère et sur sa capacité
de bonheur et puis surtout simplement sa vie. Donc j'arrive avec une espèce d'illusion comme ça que je vais, que d'abord je suis la seule à pouvoir le faire. Il n'y a que moi qui peut y arriver. Donc j'arrive effectivement emplie d'espoir et c'est à ce moment-là que le titre du livre pour moi est une évidence, Réveiller ma mère, puisque c'est mon obsession. Dans l'avion, dans le taxi, dans les couloirs de l'hôpital, je veux me précipiter parce que j'ai un combat à mener qui est le fait de réveiller ma mère. En fait, ce pouvoir auquel tu t'accroches, est-ce qu'il n'est pas dû un peu à l'éducation que t'a donnée ta maman, en ce sens que pour elle, c'était un miracle, car elle n'a Oui, pas eu une vie facile. Elle a d'abord eu un premier mariage qui s'est soldé par un divorce. c'est ça. Elle avait été très mal mariée. Elle a eu du mal à convaincre ses parents, d'ailleurs, que c'était un échec total. Et ce qui est très touchant, à la moitié du livre, parce on l'apprend pas tout de suite, Ah, on a, tu vas pas tout révéler, hein? ah non, il est pas question, mais on apprend qu'elle a eu du mal à t'avoir et qu'elle est passée par des phases difficiles. Quelque Oui, part, tu en veux un petit peu au médecin. On dira pas oui, pourquoi. oui, Parce que oui, oui. la preuve étant que tu n'as pas eu la chance d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Et on ne dira pas Alors, pourquoi, parce que j'ai trouvé ça alors atroce. oui. Alors j'ai un frère, j'ai un frère, mais qui n'est pas l'enfant de ma mère. Donc j'ai quand même eu la chance de vivre la fratrie, mais c'est vrai que mon frère a une autre mère. Voilà. D'accord. Donc effectivement, j'ai eu le sentiment que je suis venue au monde tel un miracle. Et donc dans mon monde à moi, dans mon monde psychique, comme moi je suis un miracle, j'ai aussi des pouvoirs presque magiques de réveiller ma mère, effectivement. Alors, dans tout le livre, tu joues avec les mots, parce que les mots ont toujours eu un pouvoir énorme pour toi et sur toi. Oui, Hein. Quelque part, tu arrivais à vivre ta vie au travers des livres, ce que tu as fait pendant très longtemps, avant de oui, t'éveiller à la vie d'adulte, d'accord? Et en plus, je crois que tu t'étais chargée, tu voulais être la mélamède de ta maman. Tu oui, voulais c'est faire vrai. le passage des mots, Oui, M-O-T-S. oui. En fait, j'ai compris très jeune que les mots conditionnent notre vision du monde. Euh, nous ne voyons pas le monde ni les gens de la même manière suivant notre maîtrise du langage. C'est-à-dire que plus les mots sont précis, plus nous avons une perception aiguë de ce qu'il se passe et plus nous avons la capacité de le retranscrire et de le transmettre aux autres. Donc j'ai très tôt compris le pouvoir des mots sur la réalité. C'est-à-dire que les mots ne sont pas juste là pour faire joli ou pour épater les autres. Ils sont la, ils véhiculent finalement notre conception du monde. Oui, À tel point que la tradition juive nous apprend que par les mots, justement, les mots peuvent devenir des mots M-A-U-X, puisque tu peux faire vivre, mais tuer quelqu'un par la oui, tragédie des mots M-O-T-S. c'est vrai, c'est vrai. Et donc, à l'inverse, moi, je pensais qu'avec mes mots, je pouvais vraiment avoir un pouvoir plus puissant que celui des médicaments ou de tous les soins qu'elle pouvait avoir à l'hôpital. Je voulais que les mots pénètrent vraiment profondément en elle, jusqu'au fond de son sommeil, pour toucher sa conscience et lui donner envie de revenir parmi nous. À tel point que tu écris, perdu dans un début de cauchemar, j'avais senti une main attraper mon bras. Je pensais que c'était la main de Dieu qui te ramenait à la vie. Oui, tout à fait. Donc vraiment. Et alors, ce qui est très très émouvant, c'est de voir le lien que tu as avec ta mère. Le lien,
comme toute mère et fille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attachement, mais il y a aussi ça cognait, tu la remettais en place, d'accord? Oui. On ne dévoilera pas, mais il y a des passages où tu t'affirmes. C'est d'ailleurs ce qui t'a sauvé. Oui, en fait, c'est toute la complexité. Le livre, finalement, il montre l'ambiguïté, la complexité, la richesse des rapports. Le rapport à la mer fait partie des rapports les plus fondamentaux de nos existences. C'est Exact. en fonction de nos mères que nous nous affirmons dans le monde, que nous nous positionnons dans le monde, d'abord comme être humain, puis après comme mère, comme parent pour les filles. Euh, et effectivement, il y avait énormément d'amour entre ma mère et moi, et énormément, peut-être même en proportion avec cet amour, énormément d'incompréhension. Voilà. Mais alors justement, avant même de repasser à une partie à laquelle je tiens particulièrement, comment as-tu eu le courage de tout couper pour fuir, pour faire ton alia? C'est une bonne question. En fait, ma mère elle-même avait eu ce même courage de quitter les siens, puisqu'elle était originaire de Toulouse, pour monter à Paris et faire sa vie maritale. Donc, elle avait quitté toute sa famille, tous ses amis qu'elle avait rencontrés en arrivant de Tunisie dans les années 60. Et d'abord, inconsciemment, j'ai fait la même chose qu'elle. Donc, ça a été finalement pour moi presque comme si je marchais dans ses pas. Et pour moi, il y a quelque chose de très fort avec le déplacement géographique. J'estime que sortir de son milieu permet de se rencontrer et de grandir. Et ma mère l'a compris. Et puis après, ce qui m'a énormément aidée, c'est que je suis venue vivre en Israël avec mon mari et mes trois enfants. Et que pour ma mère, la chose la plus importante, c'était ça. Donc, à partir du moment où je choisissais un pays dans lequel j'allais m'établir dans des bonnes conditions avec mon mari, euh, pour voilà y ouvrir un nouveau chapitre, pour elle, c'était d'accord, quoi, Ah, puisque ça allait tu as dans le fait ton sens. alia mariée et maman déjà. Oui, oui, tout à fait. D'accord, je comprends beaucoup mieux. Alors, je voudrais revenir, en fait, quelque part, tu dis que, et c'est vrai, ta mère était une femme solaire avec une intelligence peut-être maladroite, mais très, très accrochée. D'accord? Oui, Il y a des oui, passages émouvants quand tu veux l'ouvrir au monde de tes amis oui, et la maladresse. oui. En fait, ma mère avait une très grande intelligence, un petit peu l'intelligence de ces femmes d'Orient qui savent tout sans le dire. Une intelligence sensorielle, une intelligence intuitive, un espèce de sixième sens, comme ça, un flair. Mais ma mère n'avait pas les codes de la vie mondaine, de la vie sociale. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis que ma mère était mille fois plus intelligente que tous ces gens que j'ai rencontrés dans ces milieux comme ça, des milieux d'argent, des milieux business. Mais c'est ça qui est dur, c'est que elle était mille fois plus intelligente qu'eux, mais c'était difficile à exprimer, c'était pas valorisant. Voilà. Et j'ai beaucoup souffert de ça. J'estime que ça fait partie de ma blessure. Oui, oui, en fait, ta maman n'a pas eu la chance d'être sur le bon rail. C'est-à-dire que ma mère a tout de suite travaillé. Elle a fait une carrière assez longue dans la banque. Euh, Tout d'abord, Monique, je peux te le dire, ma mère, ça ne l'intéressait pas. Ma mère était très intéressée par les rapports simples et authentiques avec les gens sans aucun enjeu ni intérêt. Et elle avait décidé de ne pas jouer ce jeu social. Voilà. Donc moi, quand je l'amenais avec moi dans ces milieux et que j'avais envie comme ça de l'ouvrir, de lui montrer des choses extraordinaires, elle, ça la passionnait pas. Euh,
Et puis, effectivement, il y avait une forme de maladresse comme ça qui fait partie du fait que elle avait une génération de décalage, elle entendait pas très bien. Voilà. Donc, il y avait plein de facteurs comme ça. Mais ce qui était beau, et ce à quoi je reviens beaucoup dans le livre, c'est la lucidité de ma mère. Et je crois que la lucidité, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est quelque Quand tu chose parles qu'on de a et qu'on lucidité, ce qui est très touchant, c'est quand au téléphone, elle s'adresse à ton mari et elle lui oui, dit, Est-ce que je suis intelligente? oui, D'accord? oui, Et puis alors, quelques petits mots en arabe. Waliya, waliya. Bon, c'est une expression qui revient dans sa bouche assez souvent. En fait, oui. dans ce livre, tu n'as pas réussi à réveiller ta mère, mais ce livre lui permet de vivre et de planer. C'est beau. Écoute, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de publier ce livre. J'aurais pu tout simplement l'écrire pour moi ou mes proches Hein. et le partager comme ça. J'ai décidé de le publier et de raconter l'histoire de ma mère au grand public parce que je veux qu'on la connaisse. Et je veux aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui sont pas forcément dans la lumière, qui sont ces femmes de l'ombre, qui sont des femmes extraordinaires, qui sont nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, et, euh, et auxquelles qui n'ont pas voix au chapitre et dont on ne connaît pas l'histoire. Voilà. Donc effectivement, c'est ma manière à moi de continuer la discussion avec elle et de lui rendre un semblant de vie qui n'est pas évidemment une vraie vie, mais qui est une forme de longévité comme ça par le papier. Tu l'as réhabilité, en fait. Oui, oui. J'ai Alors, ce qui m'a réhabilité ému, ma mère. c'est que tu as passé 6 jours donc à son chevet Oui. et tu étais vraiment toute seule. Oui, en fait, il y avait mon père de temps en temps, il y avait mon oncle, ma tante, mais c'est pas ça qui compte. Ce que j'ai voulu retranscrire dans le livre, c'est la solitude intérieure. En fait, c'est pas vraiment la solitude, c'est pas le fait d'être avec des personnes ou pas. Bien C'est sûr. d'être seul face à l'épreuve. Et je me suis sentie seule au monde parce que euh, j'ai, je suis l'héritière d'un amour immense. Et d'abord, la question que je me suis posée, c'est comment je vais faire? Comment je vais faire tout simplement pour continuer à vivre sans ça? Comment je vais faire pour continuer à cette relation d'exister? Et puis, euh, et puis le poids de la responsabilité, le poids de la tristesse, le poids du malheur, comme ça, qui était sur mes petites épaules. Et finalement, le fait de partager le livre, le fait de le rendre public, c'est comme si, à vous les lecteurs, je vous fais partager ce que j'ai vécu et c'est comme si je me sens moins seule. Tout à fait. En tout cas, tu y es arrivé parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné en le lisant et je l'ai relu. J'ai beaucoup aimé ton jeu avec les mots. Tu as toujours beaucoup aimé la langue française. Tu voulais vraiment être le passeur de la langue, Oui. de l'apprentissage auprès de ta maman. Quelque part, tu y es arrivé parce qu'elle connaissait, par exemple, toutes les bibliographies de Kirk Oui. Douglas, ce qui est quand même très important. C'est très Alors, vivant. oui, mais alors je tiens à rétablir la vérité, c'est que ma mère a toujours lu et ça indépendamment de moi. C'est-à-dire que c'est pas grâce à moi qu'elle s'est mise à lire des biographies. Euh, et après, comme les mondanités ne l'intéressaient pas, de même, ce que moi j'essayais de lui transmettre, la poésie française, une certaine littérature, un langage assez châtié, ça ne l'intéressait pas. Voilà. Comme moi, il y a des choses qu'elle essayait de m'inculquer qui tout simplement ne m'intéressaient pas. Alors, je voudrais rappeler ce que tu écris en début de livre. Enfant seul, entouré d'adultes qui ne me racontaient pas la vraie vie, il ne me restait que le texte des autres pour savoir ce que tu me cachais. Oui.
Et ça, c'est chaque mot a son importance, puisque tu complètes en disant dès la sonnerie de la cloche, en fait, tu ne cherchais pas à t'amuser avec des copines, hop, Non. tu allais vers ton repère secret. Ta vraie vie, c'était la littérature, en fait. En Parce que tu fait, as découvert la vie au travers de la littérature. oui, en fait, je trouve que l'oralité est assez pauvre. C'est-à-dire que quand on parle avec quelqu'un, l'ampleur de notre monde intérieur, notre richesse, a énormément de mal à s'exprimer à l'oral. Tandis que à l'écrit, on peut délier, déployer, on peut aller vraiment en profondeur hein, dans quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Donc, c'est en ça que je me suis noyée dans les livres des petites. Et puis, en plus, ma mère ne voulait pas me raconter ce qui était dur dans le monde. Elle voulait me préserver. Donc, étant donné qu'elle voulait me cacher la vérité quelque part, il fallait bien que j'aille la trouver ailleurs, avec d'autres sources. Et d'ailleurs, il y a un parallèle très fort, vous allez m'entendre. Papa avait habitué mon palais au sucre des bonbons qu'il m'achetait en cachette de toit. Oui, Mais là-bas, donc tu fais allusion au livre, je salivais à la simple lecture des titres. C'est très c'est beau, vrai. parce Oui, que c'est vraiment, vrai. ça veut tout dire. Bah, en fait, c'était ma nourriture. C'était ma nourriture spirituelle, en fait. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et tu parles également, parce que tes parents sont originaires de Tunisie, et tu fais allusion justement au dialecte, qui était Oui. pour eux Un un lion. ciment. Un Hein? lion. Oui. Tu précises, avec papa, tu parlais un dialecte atypique, mêlé de français et d'une foule de mots en arabe. Cette langue, elle était à vous. Elle s'était créée avec les mots qui racontaient vos deux cultures et vos deux histoires. La langue arabe était restée celle de vos sensations. Et Oui. d'ailleurs, tu reprends la langue arabe quand tu rappelles, quand ta mère parlait au marché avec les vendeurs de légumes et de fruits, elle se retrouvait, je dirais, au marché du Bahri à Tunis. Oui. Oui. En fait, j'étais assez fascinée par le nombre d'expressions en arabe que ma mère n'arrivait pas à me traduire. Et en fait, elle me disait, je peux pas t'expliquer avec des mots en français ce que ça veut dire, mais donc elle faisait des gestes. Il se passait plein de choses au niveau des sensations du sensoriel, mais pas de l'intellect et pas des mots. Et je trouvais que c'était un spectacle assez fascinant. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, tu fais même allusion à la vie de tous les jours. Rappelle-moi un petit peu cet épisode de la chasse d'eau, parce que il y a aussi un peu de superstition Oui, judéo-tunisienne que l'on retrouve dans ce livre en filigrane. oui. Elle était très, très superstitieuse, ma mère. Elle était obsédée du mauvais œil. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça, un peu ésotériques, qui planaient, qu'elle m'a transmis, que j'ai aussi avec moi, qui étaient plein de rituels que tu dois connaître par cœur, mais des choses assez touchantes. Et ça, c'est pareil, c'était pas explicable et c'était pas du domaine du rationnel. C'était des forces comme ça suprêmes. Voilà, il y avait beaucoup de poissons. Tu connais toutes ces Bien sûr, mais histoires. ce sont des rites carrément qu'elle tenait elle-même de ses Oui, ascendants, de sa mère, de sa grand-mère, oui, et qu'elle t'a transmis et que tu oui, mais transmettras probablement à tes enfants parce que oui, ça fait partie de l'histoire. oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Je crois qu'il ne faut pas en avoir honte. On peut peut-être lutter contre certaines superstitions, par exemple l'histoire de la chasse d'eau, qui est je dirais rien parce que je conseille à tout un chacun de l'acheter et de le lire, mais il y a plein de petites superstitions comme ça, et je pense que c'était sa façon à elle aussi de te protéger un maximum. Tu étais un peu dans le Oui. cocon. Ah ben, pas qu'un peu.
J'étais Je dirais même complètement un dans peu le... beaucoup. Voilà, c'est ça. Et ça explique également pourquoi, par rapport à ta question tout à l'heure de pourquoi je suis venue vivre en Israël, c'était pour sortir aussi de ça, pour sortir du cocon, pour me confronter à la vraie vie et pas que par les livres. Alors, il y a aussi un autre domaine euh, dont tu parles, pas forcément toujours en bien, c'est qu'elle cousait très bien, mais bien Oui, sûr, il y avait toujours un décalage dans la mode. oui, Et je crois que tu en oui. as souffert. Alors, ma mère, sa vraie vocation, c'est qu'elle voulait être couturière. Elle avait un vrai talent pour ça. Elle m'a cousu d'ailleurs pas mal de robes. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais invitée à une soirée, au lieu de m'accompagner dans les grands magasins, d'acheter des robes comme ça de prêt-à-porter, elle allait chez une couturière pour me faire une robe à façon. Et en fait, elle faisait ce que sa mère avait fait avec elle. Oui, oui, tout Mais à fait. voilà. Mais elle se rendait pas compte que on faisait plus comme ça, quoi. Oui, en fait, tu avais beau faire des efforts, elle vivait comme à Tunis dans les années de sa jeunesse. Oui, et puis alors après, il y avait aussi une histoire que, à l'époque, j'étais un peu ronde. Et ma mère voulait absolument que la robe vraiment maille, que ça soit harmonieux. Et elle trouvait que dans le prêt-à-porter, c'était très compliqué de trouver la robe qui aille avec ma coupe, avec une forme qui me mette en valeur. Donc, elle s'embêtait pas, elle disait, on va faire du sur-mesure, quoi. Et d'ailleurs, je vais quand même dévoiler peut-être un petit secret du livre, parce qu'il y a quand même quelques passages avec humour, les régimes de ta mère. Ah oui, ça, c'était... Ma mère et les régimes, Boudiner, c'était... boudiner. Oui, Il y elle avait disait tout deux le temps mots qu'elle qui était... revenaient. Boudiner, et puis comme elle était gourmande, quand elle voulait s'offrir sa pâtisserie, c'est l'heure de ma collation, disait-elle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et bon, c'était très 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 mignon quoi, parce que voilà, c'est touchant. Elle luttait contre ce qu'elle disait sa morphologie, sa nature, et euh, et elle me disait, je t'en supplie, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Fais attention à ta ligne et fais du sport toute ta vie. Bravo. Comment a été accueilli ce livre par tes proches, Nathalie? Alors, euh, il a été... Bon, alors moi, j'habite en Israël et puis j'ai toujours mes amis et mes proches de France. Hein. Donc j'ai d'abord présenté le livre en France, puis je vais le présenter à Ranana prochainement. Donc en fait, il est très bien accueilli dans la mesure où il remue ceux qui le lisent, il les questionne, c'est-à-dire qu'à travers la relation que moi je raconte avec ma mère, à travers mes dilemmes, mes doutes, tous mes questionnements comme ça existentiels, je crois que le lecteur, à un moment donné, dépasse mon histoire à moi pour se l'approprier et pour se poser des questions sur leur trajectoire à eux. Et je crois que c'est ce qui me touche le plus dans la vie de ce livre, c'est que mes lecteurs, quand ils me contactent, quand ils me racontent leur expérience du livre, ils me parlent d'eux Mhm. et ils cheminent avec moi. Est-ce à dire qu'il se projette alors? Oui, ils se projettent. Alors, ce qui est aussi très, très attachant, c'est que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, je me suis retrouvée dans toi, je me suis retrouvée dans ta mère, donc ils ont été tour à tour la fille, la mère, il y en a même qui se sont vus en tant que grand-mère. Donc voilà, on a tous un peu de tout en fait. Et on peut retrouver certaines facettes dans la mère ou dans la fille. Alors, je dois dire quand même que le poids des mots, MOTH, est à l'image de la musique, car c'est grâce à la musique que tu as pu t'extirper de ce deuil. Oui, tu veux dire la musique, tu veux dire la danse? En tout cas, c'est ta rencontre avec la musique, je ne veux pas tout dire, mais je sais que ça se passe à Yafo. Oui, oui, oui. Oui, en fait, alors, moi,
de nature, j'ai une grande énergie et une grande force de vie qui, à mon avis, vient de ma mère, puisque c'était un de ses traits de caractère. Et pendant la période du deuil, euh, j'ai ressenti une grande tristesse et j'ai recroisé comme ça ma joie, mon énergie par intermittence, mais pas de manière constante. Et au moment où j'ai ressenti à nouveau une grande force de vie, une grande pulsion de vie qui était presque proportionnelle à une grande tristesse, c'est le moment où finalement le livre était en train de naître en moi et où finalement j'allais commencer à redevenir la joyeuse que j'ai toujours été. Donc c'était presque un accouchement, ce livre, et j'ai senti que j'étais sur le point de l'enfanter au moment où mon corps s'est réveillé grâce à la musique et à la danse. Donc moi, ça a été le processus de création s'est passé dans le corps. Bravo. Je voudrais rappeler le livre donc de Nathalie Oana, Réveiller ma mère, aux éditions Frison Roche. Merci Nathalie. Merci beaucoup, Monique. À Quant bientôt. quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.